Donc avant de laisser la parole en fait à Fatim Zahra Lakrissa et Kader Attia, je voudrais revenir brièvement sur les recherches que j'ai menées dans le cadre de ce projet Bauhaus Imaginista. Donc je voudrais revenir dans un premier lieu sur 3 objectifs principaux qui a guidé ma recherche. Le premier objectif était de penser à un projet de modernité au Maroc dans les années 60, qui ne soit pas figé dans un ancrage territorial précis, mais plutôt essayer d'envisager une cartographie mouvante des modernités dans une série d'allers-retours entre différentes géographies socioculturelles, dont le Bauhaus était un ancrage parmi d'autres. Ceci en fait a permis donc de revoir un certain nombre de schémas normatifs sur l'art, des concepts et des catégories pour parler de la modernité. Le deuxième objectif était évidemment d'adresser aussi localement les objets avec lesquels on a travaillé et d'essayer d'inventer de nouvelles méthodes et de nouvelles grilles de lecture. Donc la relation avec le Bauhaus s'est un petit peu établie dans cette dynamique. Comment penser 2 projets qui pouvaient emprunter une sémantique commune, qui pouvaient avoir des relations épistémiques et en même temps également se dissocier, donc essayer de penser cette relation entre le dissensus et le consensus. Notre objet principal, ça a été l'école de Casa, donc comme l'a rappelé Marion tout à l'heure, à la fois comme une communauté et également comme une école. Donc, ce qui nous a particulièrement intéressé dans l'école de Casa, c'était l'idée en fait de repenser les modes d'enquête autour de l'objet ethnographique, ce qui fait également aussi le lien avec le projet de Kader dont on parlera après. Et comment est-ce qu'en fait repenser ces modes d'enquête revient également à repenser les modèles discursifs sur l'art, des modèles qui se battent contre le folklorisme et contre l'indigénisme. Et également en fait d'essayer de renouer un dialogue avec des artistes de la première génération, comme Ahmed Cherkaoui par exemple, qui sera également montré dans l'exposition à Sao Paulo. Donc on a pu ainsi établir un certain nombre de consensus, évidemment un nouveau modèle d'école, un petit peu comme l'a rappelé également Marion, où l'art est envisagé comme un projet de société, avec une fonction programmatique, une projection très forte vers le futur, et où en fait également la pédagogie va être transformée. Les plâtres des statues grecques vont progressivement quitter les salles de cours pour être remplacés par des tapis et par des bijoux ruraux, créant ainsi un nouvel imaginaire esthétique et également dans une révision et dans une portée anti-académique très forte. On a également du coup pu noter aussi un certain nombre de dissensus qui reposent notamment sur les moyens de faire et les moyens de dire ce projet de la modernité, notamment une inscription également dans des enjeux très continentaux, dans une idée vers la fin des années 60 de reformuler une identité culturelle, afin également d'engager la question autour du panarabisme dans ce projet de décolonisation de la culture. Enfin, le troisième objectif qui était très important pour nous, Marion en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'était l'idée de reconstituer les témoignages et de recueillir des sources primaires. Donc on a essayé de penser une approche par la biographie des artistes et leur trajectoire personnelle, comme un moyen également d'aborder en fait une modernité transculturelle. Il y a 2 figures qui nous ont particulièrement portés pendant ce projet, parmi évidemment tant d'autres. Celle peut-être de Mohamed Melehi, pour sa formation et sa carrière entre Asila, Tétouan, Séville, New York, Mexico, et la liste est longue. Et puis peut-être également revenir sur la figure de Bert Flint, un anthropologue hollandais arrivé dans sa jeunesse, dans sa vingtaine au Maroc, et puis qui a constitué sur le tard, sur le terrain, une des plus importantes réflexions sur la culture matérielle des populations d'origine saharienne. Peut-être revenir également sur les 2 objets d'étude qui vont nous porter pour cette exposition donc, au Cube, à laquelle on vous invite, où les recherches de Kader également sont présentées. 2 objets d'étude principaux, la revue Maghreb Art, qui est envisagée comme un catalyseur d'enjeux sur l'écriture de la modernité, où en fait différentes expérimentations cohabitent entre des expérimentations artistiques et des expérimentations théoriques. Les formes d'art qui sont diffusées dans Maghreb Art deviennent des modèles exprimant les enjeux auxquels est confronté le futur artiste. Comment être moderne en s'inspirant de la tradition, qui est également une question sur laquelle on reviendra, et comment le langage moderne peut repenser l'art traditionnel.
Ensuite, l'autre objet d'étude qui était important dans cette exposition, c'est un projet dit des intégrations, qui est un projet pensé par un cabinet d'architectes, le cabinet Faraoui et de Mazières, entre 1968 et 1980, où des artistes vont être amenés à produire une série d'œuvres appropriées et intégrées au lieu. Donc des artistes comme Mohamed Melehi, Mohamed Chaba ou Farid Belkaya produisent des œuvres publiques pour des hôtels, des banques, des usines, des universités. Et ce projet se situe en fait dans la lignée des expositions dans l'espace public, comme notamment la célèbre exposition à Marrakech en 1969 sur la plage Jemaa el-Fna. Donc le sujet de la discussion qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui entre Fatim Zahra Lakrissa et Kader Attia va porter sur la structure sociale du champ du savoir produit par les institutions muséales dans un contexte postcolonial. Peut-être rappeler qu'à partir du moment où on constitue une archive et une mémoire, on choisit quoi conserver mais également quoi écarter. Donc peut-être la question qui va nous habiter aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut penser à partir de ces manques et de ces absences de l'histoire. Donc avant d'entamer la discussion, de laisser la parole à mes camarades aujourd'hui, rapidement également introduire Kader Attia, qui a développé une pratique artistique basée sur le concept de réparation dont on va parler ce soir. Ce concept qui lie aux expériences traumatiques du passé, qui perdure dans la psyché collective, avec également une empreinte très forte sur le domaine de la psychanalyse. Les œuvres de Kader Attia ont été montrées à la 50e Biennale de Venise, à la Documenta de Cassel, au MoMA à New York et au Tate Modern à Londres. Fatim Zahra Lakrissa est une chercheuse en histoire de l'art, elle est commissaire d'exposition, et elle est également responsable de la programmation culturelle au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. En 2016, elle a collaboré en tant que commissaire associée à l'exposition L'École des Beaux-Arts de Casablanca, Belkaya, Cheba, Melehi, la fabrique de l'art et de l'histoire, dans le cadre de la 6e édition de la Biennale de Marrakech, exposition qu'elle a co-curatée avec Salma Lalou. Je vous cède la parole. Alors j'espère que la voix va porter. Je suis connue pour parler comme une petite fourmi. Sinon je me rapprocherai. C'est un peu étrange. J'ai dans le dos le diaporama, donc je me fierai sur Maud pour m'aider. Et voilà, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir permis d'avoir cette discussion ce soir. J'arrive un petit peu sur le tard, en remplacement un peu, mais ce qui est marrant, pourquoi je restitue l'anecdote, c'est que finalement, de manière assez intuitive et organique, les questions se sont organisées de façon à ce que, comme un puzzle, se mette en place, sans pourtant connaître pour autant l'avancement du projet de recherche dans le cadre du Barras Imaginista. Et puis, des connexions par rapport à nos recherches communes ont fait qu'on est arrivé à travailler sur une présentation qu'on a partagée en amont et pour laquelle je suis avec vous ce soir. Peut-être une petite remarque sur le titre pour commencer, parce que c'est une référence à un article assez connu de Jen Fisher qui s'appelle « In Search of Inauthentic, Traveling Signs in Native American Art », où il faisait déjà, pendant les années 90, état des stratégies déployées par certains artistes pour déjouer des effets d'assignation ou des effets de cloisonnement, notamment liés aux notions d'authenticité et de tradition. Et il y a aussi dans cette idée, justement, enquête, entre parenthèses, quête de l'inauthenticité, un jeu de mots entre la quête dans le sens d'aspiration, mais l'enquête ici à comprendre évidemment comme dispositif, comme méthode, comme objet relatif justement à la science de l'ethnographie qu'on questionne aussi à travers les exemples que je convoquerai, évidemment à travers le travail de Kader Attia. Donc c'est cette relation à l'ethnographie qui constitue le fil directeur de cette discussion, que je propose d'aborder à partir d'exemples de pratiques artistiques et discursives, ancrées dans l'histoire mais aussi dans notre période contemporaine, en relation avec l'expérience pédagogique. Évidemment, l'exemple de l'école de Casablanca sera reconvoqué. Et des pratiques qui demandent à la fois d'être prises en examen ou de prendre en examen différents statuts et usages de l'objet ethnographique. Donc ces exemples vont questionner autant la fonction de ces objets, qui vont naviguer entre le statut de document historique mais celui d'archive fictive également, mais qui vont questionner également les récits et les écritures qu'ils convoquent, qui peuvent soit être factuels ou souvent fictionnels, en tout cas qui créent des liens entre ces deux registres-là. Tout ceci nous aidant à aborder de manière concrète la question à savoir qui a déjà été évoquée par Maud, comment écrire avec et à partir des manques, mais le avec est important aussi. Et une question centrale dans le travail de Kader Attia depuis l'œuvre séminale Même gueule cassée, et cette question qui convoque par ailleurs les notions de réparation, d'appropriation,
que Kader va développer depuis des années, tant sur le plan de la philosophie, de l'architecture, de la recherche de construction de soi, de cette question des genres, à travers des projets qui vont brouiller les frontières entre l'art, l'anthropologie, comme c'est le cas pour le projet en cours, dont on voit ici un détail, et qui s'appelle Signs of Reappropriation as Repair 2017, et dont on saura davantage tout à l'heure au CUB. Donc peut-être parler rapidement du corpus qu'on va voir tout à l'heure. Le premier est tiré de l'histoire de la modernité coloniale marocaine et de son prolongement. À partir de l'exemple de Maghreb Art, il donne à voir une réappropriation de l'objet ethnographique, où se produit réellement une requalification de cet objet, vu qu'il va être réaffecté à un autre usage, qui est celui de la construction d'un récit, de la réécriture de l'histoire, où on observe alors le passage de l'objet ethnographique, artefact indigène, au document, à la source, sur laquelle vont se fonder à la fois de nouveaux principes pédagogiques, mais de nouvelles pratiques artistiques et de nouveaux discours. Et le second exemple va donner à voir un travail récent du binôme artiste-curateur Mbarek Bouachichi et Omar Berrada, où sont déployées diverses stratégies de reconstitution qui mettent en lumière l'instabilité, voire même la défaillance des objets ethnographiques, mais aussi des archives qui s'y rapportent et des traductions, transpositions, interprétations formelles qui en résultent. Donc ça va être peut-être la première planche sur laquelle on peut passer, voilà exactement. Donc c'est pendant les années 60 en fait que vont se croiser différents regards ethnographiques, d'abord parce qu'on sort du protectorat et donc de toute une politique de patrimonialisation qui va viser plutôt à inventer des patrimoines, donc tous ces fantasmes patrimoniaux, et cette requalification, comme j'ai nommé plus tôt, et finalement qui vont donner lieu à un véritable tournant matériel, qui va s'affirmer dans le domaine de la pédagogie et de l'histoire de l'art, et qui va orienter l'attention de manière nouvelle sur la culture matérielle, les objets d'art traditionnels et populaires, mais aussi l'histoire sociale de ces objets, le corps social qui les porte, et leur prise avec l'histoire coloniale et les politiques de patrimonialisation qui vont être conduites sous le protectorat français qui dure au Maroc donc de 1913 à 1956. Ce tournant matériel affecte le statut et les usages de l'objet ethnographique, et c'est un moment où on enregistre le passage que j'ai nommé plus tôt, et qui s'explique aussi du fait de l'absence de texte. Voilà pourquoi l'artefact est convoqué comme document, mais c'est intéressant de voir que l'objet document va cristalliser multiples paradoxes et conflits que nombre d'artistes regroupés au sein de l'École des Beaux-Arts de Casa vont essayer de dépasser. Le premier étant la confusion entre la forme et l'essence, une confusion qui implique que l'on envisage l'une des composantes de la production artistique, en l'occurrence l'artefact, tel le contenu symbolique des bijoux par exemple, ou l'interprétation iconologique, ou même la référence à la calligraphie notamment, ça peut être le cas dans le travail de Cherkaoui, comme le seul et véritable contenu de l'œuvre au détriment des qualités plastiques, formelles et graphiques. Et chose pour laquelle justement vont œuvrer les artistes au sein de l'école de Casablanca, et c'est cette mutation qui va se produire, c'est de réorienter vers les qualités purement formelles de l'objet et se détourner du contenu symbolique. Donc pendant tout ce travail d'essentialisation de l'artefact, qui s'accompagne aussi d'une lecture référentielle, vont mener à l'appauvrissement des valeurs d'usage des pratiques artistiques, dites artisanales, mais aussi à l'effacement du cadre social, de la mémoire collective dont elles sont dépositaires. Ça, c'était donc la première assignation que les artistes vont essayer de dépasser. Le second problème concerne celui de l'authenticité. Donc la notion d'authenticité et de spontanéité sont souvent posées à cette période, mais aujourd'hui encore, comme des marqueurs d'évaluation des productions artistiques. Et celle-ci mène à une certaine cartographie culturelle où le sujet en provenance d'une autre culture, on oppose souvent à cette époque la culture du signe versus celle de l'image. Ce sujet ne peut être autre chose que l'expression de la différence. Et voilà, on le retrouve encore aujourd'hui dans certains énoncés prescriptifs qui continuent de s'exercer à la fois dans la réception, mais aussi dans la pratique de certains artistes. Donc c'est comme ça que l'objet document ouvre de nouvelles perspectives qui vont aider à réévaluer les modèles en vigueur, mais aussi les discours dominants. Il est document et source à partir desquels artistes, historiens et anthropologues élaborent des contre-récits. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut véritablement parler d'une épistémologie de la culture matérielle qui va se déployer contre cette perspective ethnographique essentialiste qui différencie et hiérarchise les traditions iconographiques, les productions culturelles et les lieux de production. Cette épistémologie permet notamment d'adresser la question de l'origine en des termes différents. Elle va permettre de contrecarrer certains mythes comme celui de l'identité authentique au profit de l'idée d'un dispositif de provenance éclaté. C'est à l'époque qu'on adresse la question du Maghreb, pour la première fois d'ailleurs.
travaillé par une chaîne de métissage, pour reprendre les termes de l'historienne Toni Marini, très imprégnée du méthode anthropologue, justement du fait de sa double formation ou de son double chapeau d'anthropologue et d'historienne de l'art. Mais elle permet aussi de dépasser la confusion dont on a parlé plus tôt entre forme et essence, en redirigeant l'attention vers les dispositions dont l'artefact ou l'objet document fait montre, à savoir sa dimension picturale, son enracinement dans l'oralité, la vie sociale de cet objet, et comment il va déconstruire la notion d'identité, voire d'essence des productions artistiques, à travers la supposée adéquation de leur forme et de leur signification. Ce qui est intéressant de noter, c'est que leur fonction ne s'épuise plus dans le statut de marchandise, notamment à travers l'industrie du tourisme qui se développe beaucoup à l'époque, ni même cette notion de l'artefact ou du collectif, de l'objet collectible, mais qui vont véritablement vivre en tant que source et document. Donc voilà, c'est à cette période qu'on voit vraiment les premières tentatives d'écriture d'histoire de l'art, où l'histoire de l'art est un champ nouveau qui se construit dans un dialogue avec l'histoire de la culture matérielle, l'anthropologie de l'objet, la sociologie des techniques et des savoir-faire. Oui, on avait mis cette planche qui est très intéressante, très parlante, parce qu'elle met vraiment vis-à-vis l'art du Maroc versus l'art occidental. Mais on pourrait peut-être passer rapidement à la planche qui suit pour aborder le deuxième exemple du projet d'Omar Barada et Mbarek Bouchichi. On voit l'élément ici, vous pourrez lire, prendre connaissance, c'est la vitrine. Mais l'œuvre de Mbarek Bouchichi, qui s'appelle « Ce qui reste, fiction populaire », avec un sous-titre au catalogue « Une enquête commande », est produite et présentée par le MUSEM dans le cadre de l'exposition Documents bilingues qui a été présentée en 2017. Et elle se compose d'éléments différents en fait, mais on reviendra principalement sur les bijoux impossibles qui sont décrits par Omar Berrada comme de vrais bijoux dessinés par l'artiste et fabriqués en collaboration avec un artisan de Tiznit, inspirés de vrais bijoux dessinés par Ahmed Bonani, un artiste de la modernité marocaine, lors de ses voyages au Maroc. Donc on voit déjà ce lien entre le vrai et le faux, entre un procédé d'inventaire finalement mené à la fois par un artiste avec une volonté de répertorier des artefacts voués à disparition et qui va mettre en relation en fait avec l'archive du MUSEM qui va servir aussi de sujet ou de prétexte à l'élaboration d'une œuvre et qui va créer vraiment des liens entre l'interprétation formelle que l'artiste va en faire et la méthode de constitution de cette archive en mettant en lumière évidemment les failles dont elle fait montre. Donc, on peut dire en fait que le sujet de l'œuvre, c'est peut-être finalement la mise en scène et la mise en récit de l'artefact, qui sont toutes deux mises en œuvre par des stratégies de réactivation et de reconstitution qui laissent apparaître la part de non-dit qui pèse sur les dispositifs de patrimonialisation des artefacts non occidentaux, à savoir par exemple le statut de l'auteur qui est occulté souvent au profit de catégories collectives, tribales ou ethniques, l'histoire de la provenance. Ça soulève également la problématique de l'esthétisation, la muséification à outrance des artefacts et le déni de leur fonction sociale, bien évidemment. Et cette stratégie est particulièrement évidente dans les bijoux impossibles de Mbarek Bouchichi. Ça va être la planche suivante. Donc, des objets qui nient la fonction par la forme, dont la forme nie vraiment la fonction, et le support également, et qui vont même nier le support corps, finalement. Donc, encore une fois, cette idée de corps social et de l'artisan producteur, de cet artiste artisan qui est derrière et dont on occulte l'existence et son enracinement dans la mémoire collective, son rôle aussi au sein de la société en tant que transmetteur en fait d'une tradition. Donc ces objets que j'ai nommés déceptifs mettent en échec l'idée d'une réception purement esthétique d'abord, puisqu'ils portent les stigmates du processus de reconstitution, des stigmates qui ramènent par ailleurs à nos esprits les méthodes et dispositifs de muséification, qui sont complètement inhérents à la constitution des collections ethnographiques pendant la période coloniale, à savoir sélection, classification, catégorisation, etc. On les a nommés plus tôt. Mais ils mettent également en évidence la profonde instabilité des artefacts, mais également de l'archive qui s'y rapporte, à travers ce travail de recontextualisation et de reconstitution. Mais des objets qui résultent en fait de l'interprétation de l'archive, de sa traduction formelle, à savoir à la fois les dessins de Bonani, censés être plus authentiques ou plus objectifs, mais aussi les documents de l'archive Henriette Camp-Fabrère qui sont conservés au MUSEM. Et donc, de ce fait, des objets qui semblent invalider les propriétés testimoniales de l'image, tout en préservant en apparence du moins la fonction de l'archive qui est celle de servir de source documentaire.
On introduit comme ça une idée d'archive incertaine et on pourrait même dire que l'archive photographique fonctionne dans ce travail comme un dispositif de fonction, dispositif à partir duquel et avec lequel l'artiste propose de nouvelles modalités d'écriture de l'histoire. Donc il y a une véritable ambiguïté au niveau du statut de l'objet qui va faire que non seulement il y a une remise en cause générale de l'archive, l'archive comme réservoir de vérité historique qui est vraiment battue en brèche, mais aussi de manière plus spécifique une critique des qualités testimoniales qui se rapportent au fonds photographique constitué pendant la période coloniale. Et ça s'inscrit vraiment dans les démarches très actuelles des musées aujourd'hui qui visent à réviser leur collection. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Oui, donc voilà, en conclusion, rapidement, pour laisser la parole à Kader sans plus tarder, je voulais juste souligner que c'est un travail qui va relever en fait de nombreux emprunts et des échanges entre des régimes différents, des régimes de narration fictionnelle, mais factuels aussi, comme ceux dont prétend relever l'ethnographie coloniale descriptive. Et finalement, on devient presque impossible d'opposer symétriquement le récit historique ou ethnographique, puisque les deux, en tout cas dans ce cadre-ci, semblent relever des mêmes procédures fictionnelles. Et c'est peut-être sur cette question, à savoir de l'authenticité, mais articulée à la fois dans la forme et les récits, dans les modalités d'écriture de l'histoire, que j'aimerais questionner Kader à travers l'exemple de ce travail ou un autre travail. Donc voilà, authenticité, mais forme et récit, je pense que c'est très intéressant dans votre travail. Donc si vous pouviez nous éclairer. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Et à la fois merci de nous accueillir et merci d'être là. Je crois que la question de l'authenticité, justement, elle est de plus en plus, peut-être qu'on devrait s'en inquiéter, devenue cruciale dans le rapport qui existe entre le monde occidental et le monde non occidental sur l'héritage colonial, dont tous les musées d'ethnologie au monde sont les derniers témoins vivants, en fait. Puisque tous les objets d'ethnologie ont été apportés à travers deux périodes, l'esclavage et ensuite la colonisation. Et d'abord par des missionnaires, il faut le dire. Et en particulier, si on fait juste un petit saut en dehors de l'art dont nous allons beaucoup parler, si on pense aux arts anciens d'Afrique subsaharienne, les objets les plus importants au monde aujourd'hui ont été apportés par des missionnaires de toutes les congrégations possibles, des capucins, des pères blancs, des jésuites, etc. Et bien sûr, à chaque fois, dans un processus, d'abord, pour continuer sur la question de l'authenticité, la raison pour le pédigré, je dirais, de ces objets, comme on dit dans les arts premiers, le pédigré est très souvent associé au nom des missionnaires qui les ont apportés. Il y a eu aussi des administrateurs coloniaux célèbres, comme Aristide Courtois, qui a apporté les 3 objets Kouélé du musée du Quai Branly, absolument sublimissimes. Je parle ici du masque cœur, le masque singe et le masque araignée, qui sont des objets uniques au monde. Et pour avoir vécu 4 ans au Congo-Brazzaville, je peux vous dire que il n'y a plus rien au Congo-Brazzaville. Tous les objets sont dans les musées d'ethnologie en Occident. Et donc, la question de l'authenticité, pour moi, d'abord, elle est vaste, mais elle va de plus en plus se poser parce que il y a, dans la manière dont ces objets ont été apportés, une dimension totalement illégale. J'ai réalisé il y a quelques années un travail sur une collection que très peu de gens connaissent, d'art premier. Et pourtant, elle est quand même, à mon sens, elle est sans doute la plus révélatrice de cette dimension ambiguë de la colonisation, qui n'a pas tout le temps été seulement la modernité / capitalisme, mais plutôt aussi la modernité / capitalisme / christianisme. Bon, c'est la collection d'ethnologie du Vatican. 92 000 objets cachés
Seulement 23 sont exposés. On les fait tourner un peu de temps en temps, mais c'est une immense, gigantesque collection avec, en ce qui me concerne, puisque j'ai pu la voir un petit peu jusqu'au moment où ils ont compris que je faisais des recherches qui allaient les déranger, ils m'ont interdit l'accès dans les réserves. Une collection qui soulève beaucoup de questions, justement. La question de l'authenticité, la question de pourquoi les plus beaux objets sont dans cette collection. Quand j'ai avancé d'ailleurs dans ces recherches, j'avais découvert que d'autres musées italiens ont aussi été des musées créés par des missionnaires, notamment le musée Luigi Pigorini à Rome, qui est un musée créé par une congrégation de capucins, et à la séparation de Vatican et de l'État italien, ce musée est devenu un musée d'État, mais toute la collection a été apportée par des capucins. Bon. La question de l'authenticité, pour moi, elle va se poser de plus en plus. Enfin, et pour terminer, et ce sera l'objet du petit film qu'on va essayer de passer, parce que récemment, le président français, Macron, a fait une déclaration assez extraordinaire, assez importante, pour ce que signifient aujourd'hui ces musées d'ethnologie à Ouagadougou, en disant que tous les trésors, les objets qui ont été pris à l'Afrique dans la période coloniale doivent revenir. Alors, inutile de vous dire que quand on est un peu intéressé par cette question, il a mis vraiment il a appuyé sur le bouton d'un énorme ouragan, quoi, gigantesque, puisque toutes les questions si vous voulez, en fait, plus que d'authenticité, mais de ownership, de propriété, vont se poser aujourd'hui. De restitution. Voilà. Et donc, moi, je crois que, pour répondre à votre question sur le rapport que j'ai, notamment avec ce travail de recherche sur la question de l'authenticité, et aussi pour faire un écho avec l'intervention de Marion von Osten tout à l'heure, et de Grant Watson, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'essayer de retirer le fil de l'histoire pour rendre, en fait, à cette question, celle dont je viens de parler, Macron, ou les questions dont vous venez de parler aussi, en tout cas la question de l'authenticité, toute sa complexité, en fait. Parce que ce ne sont pas des questions simples, la question de l'authenticité, comme la question de la propriété. Nous parlons d'objets qui ont vécu dans un siècle que nous ne connaissons pas, en fait. Nous parlons d'une histoire que nous ne connaissons pas. Lorsque je me retrouve face aux objets du musée Luigi Pigorini, qui sont des chefs-d'œuvre, je ne peux pas m'empêcher de me dire que, comme Manuel de Areia, anthropologue à Coimbra, me dit, le premier roi Congo converti par des moines jésuites a dû demander à tout son peuple de brûler les idoles, et ils l'ont fait. Son fils est devenu d'ailleurs le premier évêque noir envoyé à Vatican. Je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a quand même des objets qui ont été pris, la présence de ces chefs-d'œuvre soulève trois questions. Est-ce qu'il y avait des moines, des prêtres jésuites ou autres extrêmement esthètes et qui arrivaient à reconnaître la valeur artistique ou le caractère exceptionnel d'un fétiche d'Ankissi? Probablement. Est-ce que, comme le dit Serge Grozinski, pendant très longtemps, au Moyen-Âge, en Italie, on a vécu avec les statues romaines. Et les paysans voyaient ces grandes statues de l'époque romaine et se disaient, mais ces dieux ont perdu la guerre. Christ les a vaincus. Et ils en étaient convaincus. Et enfin, la troisième question de la présence de ces objets, toujours dans ces collections, ça a été... c'est important le Vatican parce que tous ces objets ont été apportés dans ce cadre-là, tous ces objets dont on parle. Ça a été à un moment donné de justifier le retour dans la mission, c'est-à-dire de dire, voyez, ces êtres sont possédés par le diable, et ils ont des pratiques sataniques, je dois retourner à Papouasie-Nouvelle-Guinée pour les christianiser, les évangéliser. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de tirer le plus de questions possible de toute cette chose. Et quand je me retrouve, si vous voulez, par rapport aux objets dont j'aimerais parler, que sont les bijoux berbères, celui qu'on voit ici vient du nord de l'Algérie, je dois quand même vous donner juste
un contexte en fait très personnel d'abord. Ma grand-mère était moudjahidine pendant la guerre d'Algérie et sa mission en fait c'était de collecter les bijoux des femmes qui acceptaient de les donner pour la résistance en fait. Et j'ai grandi avec ces histoires. Elle est rassemblée dans une grotte et la nuit, au bout de 3 mois, quand il y avait beaucoup de bijoux en argent, c'était que des bijoux en argent, mais des bijoux très modestes aussi, hein, très, très pauvres, hein, parfois une ficelle avec des pièces. Ils étaient emmenés par Dodane en Tunisie, au-delà de la frontière tunisienne, où il y avait le siège du FLN, et ils étaient fondus en lingots d'argent pour acheter des kalachnikovs par la résistance. Donc, c'est pour ça que je parle de réparation aussi, parce que la notion de réparation, en fait, moi, elle m'intéresse pas forcément de réparation au sens fixing ou réparation, c'est-à-dire, comme on dit en allemand, Reparaturen et Reparation, c'est-à-dire la différence entre réparer physiquement et réparer légalement, juridiquement. Ce qui m'intéresse, c'est le processus sans fin de la réparation. Et j'ai grandi avec cette histoire jusqu'au jour où, un jour, j'ai regardé plus attentivement ces bijoux. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que, pour aller très vite, parce qu'on peut aller aussi vite quand on raconte des histoires, finalement, du Maroc à l'Iran, et au-delà même, en Amérique du Nord, les peuples qui ont été à un moment donné dominés par des puissances et des conceptions de l'univers étrangères ont, comme on dit, absorbé les symboles à travers des objets totalement silencieux, hein, d'une certaine manière des formes de résistance silencieuses, comme ces bijoux. Ce que vous voyez ici, c'est que par exemple, la pièce représentant la République, je l'ai tournée dans la photo, mais en réalité, le collier de corail rouge de la région de Béjaïa, donc la région de la région de Tizi Ouzou, pardon, donc une région au nord de l'Algérie où il y a énormément de corail rouge. Toutes les représentations en fait de la pièce de monnaie reconnaissable étaient contre la poitrine de la mariée en fait, et toute la partie visible de la personne qu'elle avait en face était décorée en fait. L'idée n'était pas comme on connaît aussi dans le monde évidemment en Orient les septales et les ceintures avec les louis qu'on affiche en or pour afficher ses richesses. Là, ce sont des bijoux très très modestes, et aussi il faut vraiment, c'est pour ça que ça m'a intéressé. Nous, en Algérie, là aussi, nous venons des Aurès. C'est une région qui a été extrêmement martyrisée par la colonisation française, mais vraiment, enfin, je parle de la ville qui était la plus proche de chez nous, qui s'appelait Saint-Arnaud, du nom du général génocidaire, qui a tué 22 000 personnes en les gazant quand même au XIXe siècle. Hein. Les Aurès ont été marqués par ça. Donc, et c'était une région extrêmement pauvre aussi. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de tirer le fil, pour revenir à l'authenticité, de cette présence inattendue, anormale en fait, de représentation de la République française, du roi Baudouin, de Napoléon Bonaparte, de la reine Victoria, enfin, de tous ces symboles en fait des empires coloniaux européens. Et là où c'est devenu vraiment intéressant, effectivement, c'est qu'à travers ces recherches, j'ai commencé à sortir justement de, comment dire, l'idée que le processus de la colonisation, c'est un processus hégémonique, effectivement, qui, en fonction de l'histoire qui nous est narrée, vient de l'Occident, par, en fait, essentiellement de la pensée de l'âge de la raison, du siècle des Lumières, et va, avec tout ce qu'on connaît, en tout cas avec un événement en particulier, qui est la campagne d'Égypte de Napoléon, va vraiment déclencher ce processus en fait, de conquête qui va, en plusieurs étapes, se poursuivre tout au long du XIXe siècle et que les Français appellent l'expansion coloniale. La presse et tous les documents sont très faciles à trouver quand on fait un peu de recherche. Bon. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que plus j'ai questionné des gens sur la présence de ces pièces et de ces objets, plus je me suis rendu compte que c'était aussi une petite révolution culturellement d'utiliser ces symboles. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir cette vision un peu qui se réfère beaucoup, et que j'ai utilisé aussi, du poète brésilien Oswald de Andrade, la cultural anthropophagie, c'est-à-dire je mange mon ennemi et je le vomis en fait. Comme les spoliés romains. Voilà. Je me suis rendu compte que, au contraire, il n'y a pas de culture qui se retrouve
éternellement dans une stagnation culturelle. Et que penser qu'il y a cette modernité qui arrive uniquement avec la colonisation et qui est une sorte de caricature de l'homme blanc, méchant, qui va imposer sa vision du monde, c'est à mon sens mépriser d'une certaine manière les cultures autres, non occidentales, et de penser qu'elles n'ont pas été modernes aussi. En fait, ces bijoux sont des modernités. C'est pour ça que c'est important. Et je vais vous dire comment j'ai découvert ça, en fait. Je suis tombé un jour sur un texte extraordinaire du philosophe libanais Tarek El-Haris, qui s'appelle le jugement, Trial of Arab Modernity, le jugement des modernités arabes. Et il décrit en fait comment Al-Tartawi, le grand penseur égyptien, envoyé par le sultan Mohamed Ali en 1814 en France pour regarder cette nation qui a cette supériorité d'abord militaire, puisqu'ils ont bombardé Alexandrie, Napoléon arrive au Caire et entre en processus de négociation, en fait de séduction avec le sultan Mohamed Ali en disant nous vous apportons la raison, nous vous apportons toute la rhétorique un peu de la civilisation. Les Anglais, eux, vont vous apporter la guerre, etc. C'est la grande compétition entre la France et l'Angleterre à ce moment-là. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Al-Tartawi, qui est un des plus brillants étudiants de Al-Azhar University, va être envoyé comme un ethnologue en France. C'est-à-dire que là, le processus est inverse. Et Al-Tartawi, quand il arrive à Marseille, la première chose qui m'a vraiment bouleversé, c'est qu'il entre dans un café, après être resté en quarantaine, puisqu'à l'époque, on maintenait en quarantaine les bateaux, et son portrait, en fait, qu'il voit se refléter dans un miroir, dans ce café où il y a plein de monde, disparaît au fur et à mesure qu'il avance. Et il est sidéré par ce café à Marseille, où il est couvert de miroirs, où son ombre, son image apparaît et disparaît. Et là, il y a un détail très important que vous devez savoir, c'est que Al-Tartawi, comme Ibn Battuta, sont des penseurs de cette époque, qui ont gardé la traditionnelle manière de décrire les voyages comme on le faisait dans le monde islamique médiéval, qui est une description en poème, en vers, en fait. Donc tout ce qu'il voit est un poème, en fait. C'est-à-dire qu'il vous décrit son passage en vers. Et ce qui est très intéressant, c'est que, au fur et à mesure que le poème se déroule, son langage évolue. Et le philosophe analyse ce moment en disant, mais ce que Walter Benjamin va voir dans la poésie de Baudelaire, et la manière dont Baudelaire va être extrêmement influencé par la modernité, on le sait, son vers va changer, eh bien, El-Tartawi va changer son langage, va vraiment tout changer, mais il ne va pas changer une chose, son regard critique sur la France. Il va détester la France. Il ne va pas comprendre pourquoi le ciel est si gris. Il dit on peut couper le ciel avec un couteau. Il dit que la nourriture est... Comment on peut être une nation aussi grande, aussi puissante et avoir une nourriture si brute, les rues si sales. Il y a une très grande critique sur l'hygiène, par exemple. Immense critique sur l'hygiène. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'on a très souvent... et d'ailleurs, on en est tous un bon exemple. On parle de la colonisation dans le langage du colon. On peut dire effectivement lazim nahkou bil arabi en arabe, ou bien, comme Kateb Yassine, dire le français est un trésor de guerre. Donc, je pense que cette histoire d'authenticité, et là je terminerai là-dessus, comme ça vous pouvez continuer, elle m'a semblé extrêmement intéressante vis-à-vis de la déclaration de Macron, puisque les bijoux que je vous montre là, il y en a d'autres, il y en a ici au Maroc aussi, sont des objets faits ici par des Marocains ou en Algérie par des Algériens, etc., mais qui ont absorbé dans un processus de counter ready-made, ils ont absorbé des ready-made. Ces réparations sont des contre ready-made, et ces objets pourraient, en tout cas, la France pourrait réclamer le retour des pièces de monnaie.
C'est tout. C'est pour vous dire à quel point justement cette question est extrêmement intéressante parce qu'elle est complexe en fait. Et elle a pour but aujourd'hui de nous voiler la face et de continuer à creuser le mythe nationaliste de manière à ce que chacun reste chez soi. Alors que l'humanité, ces objets n'appartiennent à personne en fait, ils appartiennent à l'humanité. Donc c'est pour ça que la question d'authenticité, pour moi, elle est à la fois complexe, mais elle est surtout peut-être aussi liée à la question du ownership, à qui appartiennent ces objets. Et je dirais donc, au XXIe siècle, ces objets appartiennent à tout le monde. Et donc si vous mettez en lumière vraiment les violences... Merci. Si l'objectif est de mettre en lumière les violences dont les objets sont dépositaires, mais qu'est-ce qu'on fait en fait de la part de la fiction en fait ? Comment ça se traduit de manière formelle sur un projet comme lequel où on est face à un objet où on ne sait pas si c'est une reproduction ou un objet authentique. On a du mal même à saisir les objets que vous présentez et cette part de fiction. Est-ce que vous voulez la mettre au jour ou c'est uniquement un constat des violences dont les objets sont dépositaires que vous mettez au jour à travers le récit ou à travers tout l'appareil conceptuel qui encadre vos œuvres finalement. Mais au niveau formel, qu'est-ce que vous faites ? Quelle intervention sur l'objet La question de l'objet déceptif aussi. La question de l'objet, ouais. Comment ça, En fait, pour ce projet-là en particulier. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur d'autres œuvres avec ces objets, où je leur ai donné une sorte de présence. Aussi, j'ai beaucoup travaillé sur des fragments de bijoux aussi. Ça m'intéresse beaucoup. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans les recherches. Mais je crois que c'est... Comment vous expliquer ? N'importe quel objet, vous prenez ce verre par exemple, il n'est pas vert tant que je ne le saisis pas. Tous les objets existent dans une corrélation entre un corps et l'objet. C'est un objet tout seul, philosophiquement parlant, ça ne pense pas à un objet. Vous savez que le verre est vert. Vous avez été éduqué pour savoir qu'on peut mettre du liquide dedans. Mais lui, il n'a pas de cerveau, il ne sait pas. Tous les objets fonctionnent, c'est Emmanuel Kant ça, tous les objets fonctionnent sur la corrélation. Ouais, en fait, tous les objets vous montrent un corps absent. Là, on vient chez Blanchot, le corps absent. Moi, ce qui m'intéresse dans le travail que je présente ici, par exemple, ou le travail que j'aimerais faire par rapport à cette histoire du Bauhaus, des 100 ans du Bauhaus, c'est vraiment de développer en fait la complexité des questions qui tournent autour de ces objets pour pouvoir transmettre, puisque dans le Bauhaus, on en parlait avec Marion Van Osten aujourd'hui encore et Grant, la question de la transmission est fondamentale. Il y a eu l'Institut du Bauhaus. Il y a une notion d'éducation qui est fondamentale, chose qu'on a beaucoup perdue pour plein de raisons aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant d'essayer de faire une sorte d'œuvre prothèse de ces objets. Je pourrais les dessiner, je pourrais faire 10 000 choses avec. D'ailleurs, j'ai fait des collages, des choses comme ça. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de les comprendre. Parce que ces objets ont changé, en fait. Ils ont changé, parce que nous avons changé. Et je dois vous dire que pour moi, l'art n'est pas tout le temps la création d'une entité plastique, si c'est pour répondre à votre question. Mais c'est aussi ce que nous faisons là en ce moment. C'est-à-dire partager. C'est pour ça que j'ai créé à Paris ce lieu que vous connaissez peut-être, la Colonie. L'idée, c'est aussi de nous réapproprier la dimension action au lieu de rester prisonnier de la représentation. C'est ce que je fais là depuis tout à l'heure. L'action, la représentation est importante. Je suis artiste, plasticien en tout cas, mais pour moi, la dimension action est fondamentale aussi. Et c'est pour ça que souvent dans les films aussi, en tout cas ce qui m'intéresse, j'ai des conversations avec les interlocuteurs et je crée aussi En fait, j'invite le spectateur dans un débat. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais ajouter. Je crois que quand je parle du corps absent, je parle de la personne qui a fait l'objet, de l'artisan, de la personne qui l'a porté, mais je parle aussi du corps collectif. Il y a une ambivalence avec les objets. Les objets sont aussi un trait d'union entre une femme qui va se parer de ses bijoux, c'est pour qu'il y ait un dialogue,
où il y a toujours un dialogue. D'ailleurs, les bijoux que ma grand-mère collectait étaient des dots en fait. C'est-à-dire que ces femmes avaient ça si le mari mourait en fait, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Bon. Donc imaginez la symbolique que c'est de donner ça. C'était beaucoup d'argent pour elle. Mais ce qui m'intéresse, c'est la dimension, je dirais, psychanalytique de l'objet en fait. Pas de l'objet du désir lacanien, mais plutôt de la chose qui crée un membre fantôme. Hein, comme dirait Fethi Ben Slama, justement, le fameux membre fantôme, en parlant de... j'ai beaucoup travaillé sur les traumatismes, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être ça que je recherche, en fait. Voilà. C'est intéressant, justement, par rapport à la question de la fonte ou de la refonte, à savoir que ces objets même, conditionnés et fixés par les méthodes ethnographiques, sont en fait réalisés par une transmission rituelle, d'oralité, où justement il y a un corps social derrière chaque personne, artisan, artiste, il y a tout un groupe, et que finalement il y a une part faite à l'oubli et au jeu. Et là je citerai peut-être Francis Ponge pour l'objet. Est-ce que vos objets peuvent être considérés comme des objets dans leur capacité à réparer par le jeu, par le hasard presque en fait, à refaire quelque chose, à la représenter aujourd'hui, pas comme hier forcément. Il y a un hasard, il y a une nouvelle lecture. Est-ce qu'il y a cette dimension aussi d'oubli et peut-être de hasard dans votre lecture, mais peut-être plus d'historien que vous incarnez aussi, d'historien de l'art, plus que celle d'artiste? Est-ce qu'il y a une part faite au hasard, à l'oubli, à la mémoire? C'est intéressant ce que vous dites et je vous l'accorde, sûrement. Mais c'est une question, j'en ai aucune idée, là je me suis lancée... Non, la question du jeu, elle est intéressante, je vous remercie. Mais en ce qui me concerne, j'ai été vraiment pris par cette réflexion sur la réparation, parce qu'il y a des faits en fait. Il y a réappropriation, parce qu'il y a eu dépossession à un moment donné. Une chose qu'il est important dans ce cadre du Bauhaus, de cet événement, de rappeler, que aussi peu de gens connaissent. Très souvent, moi je viens énormément au Maroc depuis une quinzaine d'années dans plusieurs villes, et j'ai entre autres une des raisons, même si je viens en famille, qui me plaît beaucoup, c'est aussi ce rapport à l'artisanat. Bon, et vous le savez bien sûr, au Maroc. On m'a toujours posé la question de pourquoi en Algérie l'artisanat était si peu développé en fait, alors qu'il y a un artisanat. La première chose que les Français ont fait en arrivant après la prise d'Alger, en fait, 6 ans après la prise d'Alger, ça a été d'interdire toutes les confréries artisanales. Parce qu'elles étaient des niches pour créer des partis de résistance, en fait. Donc, et ça a été violemment maté. Et puis ensuite, il y a eu l'émir Abdelkader qui a réussi un peu, par son charisme, en fait, à développer une confrérie soufie. Mais pour moi, cette histoire, cette idée de réparation, elle est, quand vous dites le jeu, je pense qu'il y a une articulation entre le jeu individuel et le jeu collectif. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est pour ça que même si maintenant j'ai vu aussi beaucoup de bijoux au Maroc, tout le travail a commencé en Algérie. Bon, d'abord encore cette histoire personnelle, ma grand-mère, etc. Et en fait, ce qui m'a beaucoup surpris aussi quand j'ai découvert cette histoire, c'est que cet artisanat-là, même en pays berbère, bon, il a quasiment disparu en fait. Et je crois que voilà, je crois que la notion de collectif, la notion de l'articulation entre ce corps, en fait, ce corps absent qui est un corps individuel et le corps collectif, elle est fondamentale pour 2 raisons. Et là, peut-être, je reviendrai à l'artiste et à la plasticité des choses. Je suis très ému quand je me retrouve en face d'objets qui ont une patine, un vécu, une usure, une sueur, particulièrement quand ils sont en bois ou, dans le cadre des bijoux, en argent, mais particulièrement quand ils sont en bois. Mais encore une fois, cette dimension plastique, pour moi, elle relève d'un champ auquel on a, à mon avis, qu'on a parfois trop tendance à négliger aujourd'hui dans la contemporanéité, qui est le champ de l'émotion, en fait. C'est-à-dire cette dimension émotionnelle. Et c'est peut-être pour ça que je ne me vois pas, justement, faire des œuvres prosthétiques, des prothèses, pour cacher cette dimension émotionnelle.